On va commencer la table ronde numéro 2. Laurent Dubé est dans la salle. Le voilà, c'est parfait. Cédric. Caroline Suberbiel est en ligne, peut-être, non? Charles, Caroline Suberbiel est en ligne? Bon, on va s'installer et Caroline nous rejoindra. Donc, Cédric. Oui, Cédric. Voilà. Super. Et Jean-Louis Touraine. Voilà Jean-Louis, c'est parfait. On va pouvoir commencer notre table ronde numéro 2, l'idéal étant pour un animateur qu'on puisse respecter les horaires. Allez-y, allez-y. Installe-toi, Cédric. Alors la table ronde numéro 2, c'est sur la politique du don d'organes. Quelle gouvernance pour une organisation de la chaîne du don la plus efficiente qui soit? J'aurais tendance à dire, en introduction, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Cédric, je te passe tout de suite la parole pour nous dire ce que tu en penses. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais le jour où on veut atteindre un objectif, c'est quelque chose qu'on sait dans une équipe, quelque chose qu'on sait dans une entreprise, surtout quand on a des acteurs aussi différents que tous les acteurs qu'on a vus ce matin, et il y en a beaucoup d'autres autour de la greffe et de la transplantation. On verra tout à l'heure, en particulier, que l'éducation nationale pourrait se mobiliser. Donc il nous faut une gouvernance, il nous faut une colonne vertébrale, et il faut derrière qu'il y ait un pilote. Et comment fait-on pour obtenir cette gouvernance, pour faire en sorte qu'on optimise la politique du don d'organes? Merci Olivier. Ce que nous avons rencontré à travers nos différentes expériences associatives depuis des années, mais aussi à travers toutes les interviews que nous avons réalisées dans le cadre des Assises nationales du don d'organes, c'est qu'il manquait exactement ce que tu as dit Olivier, il manque un pilote de l'avion. Il n'est pas ici question de remettre en question le travail de quiconque. On se rend bien compte que toute la chaîne du don d'organes a un dévouement qui est certain. L'excellence du travail de l'Agence de la médecine qui a été rappelée par le professeur Jean-Louis Touraine tout à l'heure est incontestable. Pour autant, les prérogatives de l'Agence de la médecine ne lui permettent pas d'être le pilote dans l'avion, d'être la référence, le guide qui devrait tous nous amener vers les objectifs. Pour ça que le collectif, à travers les assises et le manifeste, souhaite que soit lancée une mission ministérielle sur le management du don d'organes. On pense toujours qu'il faut... c'est jamais très bon de penser qu'il faut un chef et qu'il y a une personne qui va tout faire et tout résoudre. Pour autant, il nous manque vraiment une personne, un guide, qui peut être représenté par une entité, ça peut être fait par l'Agence de la médecine si on leur donne les prérogatives, ça peut être fait par une agence qui serait incorporée au ministère de la Santé ou par tout autre. Voilà. Il faut qu'il y ait cette personne qui soit la référence du don d'organes, qui sache coordonner tout le monde, que ce soit le milieu professionnel, le milieu associatif, qu'on puisse avoir, de par cette institution, des messages communs que nous porterons tous, qui seront réalisés collectivement. L'idée ici est vraiment d'être une unité associative, professionnelle, et que tout le monde porte le même message pour le don d'organes. Pour nous, c'est un prérequis, parce qu'on pense très sincèrement que si on n'a pas cette personne, cette institution qui nous guide tous et qui a un pouvoir sur tous les acteurs de la chaîne du don, si on n'a pas ça, on va donner le meilleur de nous-mêmes, sans aucun doute, mais on n'aura pas la réussite escomptée. Je crois que ton message est simple, extrêmement compréhensible, et on va pouvoir tout de suite interviewer
poser des questions à Caroline Suberbiel, qui est donc... Caroline est conseillère médicale auprès du directeur de l'offre de soins de l'ARS Île-de-France. Et donc, Caroline, vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Alors Caroline, justement, on a besoin d'un pilote dans l'avion, on a besoin d'un pilote au niveau national, mais au niveau régional également, et l'ARS semble assez naturel pour prendre ce type de responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez et comment ça se passe, vous, dans votre expérience personnelle sur la région Île-de-France, justement? Alors, il y a plusieurs points. C'est que pour le moment, voilà, les relations sont tout à fait positives. Les agences régionales de santé donc travaillent en lien avec l'agence de la biomédecine. C'est une évolution qui avait été décidée il y a quelques années de s'appuyer sur les agences régionales de santé comme effecteurs en fait des décisions et des analyses de terrain. Alors, il est vrai que ces interfaces doivent être renforcées, bien définies, bien travaillées. C'est surtout dans la situation dans laquelle nous sommes. Et effectivement, le lien le plus fort est celui donc de l'agence avec les directions de l'offre de soins. Il y a bien sûr toutes les parties analyse des besoins, toutes les parties épidémiologie, toutes les parties communication et compréhension des freins aux dons d'organes et à tout ce qui pourrait influer sur la chaîne du don et de la greffe. Mais effectivement, un des acteurs majeurs, c'est donc les directions de l'offre de soins. Comme vous le savez tous, la greffe d'organes est une chaîne qui touche quasiment toutes les spécialités et tous les niveaux, et de plus en plus, dans la mesure où les cohortes de patients avec un greffon fonctionnel sont, et c'est très heureux, en augmentation, dans la mesure où le maillage pour inscription en liste d'attente doit vraiment se renforcer, que tous les patients susceptibles de bénéficier d'une greffe puissent être identifiés, aient leur bilan et soient inscrits. De plus en plus, on doit aussi s'appuyer sur toutes les structures hors hospitalisation. Donc, cette chaîne est vraiment très importante, et tous les maillons doivent fonctionner. Alors, au niveau d'une ARS, il y a, vous avez tout ce qui est soins de ville, vous avez tout ce qui est ressources humaines en santé, vous avez tout ce qui est hospitalier. Donc, quand vous prenez finalement l'identification, tout ce qui est donneur, donc l'identification d'une personne qui pourrait être éventuellement donneur d'organes en fonction de ses caractéristiques, ensuite jusqu'au moment du prélèvement, et ensuite tout le parcours de la personne qui est en attente de greffe d'organes, ensuite le suivi post-greffe, le cas particulier des donneurs vivants, vous êtes obligé de vérifier un certain nombre de points et d'agir au niveau de ces points. Alors, il y a des sujets financiers qui sont au cœur des problématiques souvent. Enfin, c'est ce qu'on nous remonte en premier, c'est-à-dire des ajustements de moyens aux actions à mener, et des sujets d'allocation de ressources ciblées de façon à mettre en œuvre les moyens nécessaires de la façon la plus juste. Il y a des sujets de renforcement d'un certain nombre de structures. Ça peut passer par un renforcement de filières. Donc là, notamment, on a des sujets à renforcer sur l'identification des donneurs potentiels et leur adressage, ou le circuit nécessaire en fait pour pouvoir optimiser les prélèvements qui pourraient être faits.
Donc, il y a des filières donc avec les soins, les unités de soins intensifs neurovasculaires, avec les transports, donc les SAMU et donc les identifications des points qui pourraient être bloquants. Donc ça, c'est un exemple de filière qu'il faut bien suivre. Après, vous allez avoir des sujets par établissement. Vous pouvez avoir un établissement en difficulté. Et à ce moment-là, eh bien, une action conjointe va devoir être menée. Alors, une difficulté, ça peut être un établissement extrêmement volontaire pour renforcer ses actions dans la greffe d'organes, mais qui a besoin donc d'un appui organisationnel ou d'une réévaluation des besoins nécessaires. Ou ça peut être un établissement où il y aurait eu des difficultés identifiées et remontées par tous les moyens qui existent. Et donc, à ce moment-là, il faut décider conjointement des actions qui doivent être menées, qui commencent toujours par une investigation pour voir quelle est la nature du problème et ses tenants et ses aboutissants. Donc, tout ceci, effectivement, nécessite un travail et la chaîne de la greffe d'organes, en fait, reflète assez bien quand elle est en difficulté, les difficultés d'un de ces points. Et donc, en ce moment, la situation, comme vous le savez, est particulièrement tendue et notamment sur les sujets ressources humaines en santé qui doivent vraiment faire l'objet d'un traitement spécifique. Donc, des points, en fait. Alors, au niveau de l'Île-de-France, nous avons, conjointement avec l'Agence de la biomédecine, parfaitement identifié ce besoin de liens forts et d'action conjointe. Donc, l'Agence de la biomédecine avait proposé une série d'actions pour renforcer le prélèvement. Nous avons eu un certain nombre de réunions et nous avons des points réguliers. Donc, il y a des sujets autorisation, il y a des sujets finances. Et donc, ce suivi est mis en place. Et alors, nous avons participé donc nous avons été interrogés en tant qu'ARS sur les leviers, les difficultés dans le cadre de l'élaboration du prochain plan greffe. Et à l'évidence, il y a des sujets qui vont relever d'arbitrages nationaux et des sujets qui relèvent de l'action de terrain. Sur laquelle nous sommes particulièrement mobilisés. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On reviendra sur le fait de savoir si dans chaque ARS, il y a un référent greffe et un référent don. Je pense que ça fait partie des choses, des questions de base sur lesquelles j'ai l'impression que la réponse est non, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Laurent Dubé, par rapport à l'Agence de biomédecine, vous avez eu pas mal de compliments ce matin, la reconnaissance du rôle de l'agence. On sent quand même, c'est mon côté taquin et provocateur, qu'on aimerait bien que ce soit plus impliqué dans le concret, que ce soit plus impliqué justement dans cette chaîne de gouvernance et qu'il y ait une forme de structuration de la chaîne qui puisse peut-être vous revenir ou revenir à quelqu'un d'autre. Il y a des propositions dans le manifeste sur la mission ministérielle, justement une mission qui permettrait de dégager de nouvelles voies d'action, parce que c'est de l'action dont on parle. Quelle est votre position et quelle est la position de l'agence par rapport à tout ça? Merci aux organisateurs de nous donner la possibilité d'échanger lors de cette table ronde en tant que représentant de l'agence et donc de la direction du prélèvement de la greffe organes et tissus. Et en message introductif à cette table ronde, je vous propose de parler de l'efficience de l'organisation de la chaîne du don et vous propose de voir l'évolution et les progrès qui ont été réalisés en 20 ans entre 1999 et 2019. Tout d'abord, le nombre de donneurs recensés en mort encéphalique dans les services de réanimation a augmenté de 81%. Le nombre de donneurs prélevés en mort encéphalique a lui aussi augmenté de 78%. Le ratio de donneurs prélevés parmi les recensés
est stable et est toujours entre 49 et 51% tous les ans. Par contre, l'âge des donneurs, lui, a beaucoup augmenté. Il est passé de moins de 40 ans en 1999 à 58 ans en 2019, c'est-à-dire une augmentation de 18 ans dans l'intervalle des 20 années considérées. Et à 58 ans, eh bien, on n'a pas tout à fait les mêmes comorbidités qu'à 40 ans. Et donc, on a beaucoup plus d'hypertension, de dyslipidémie, d'athérosclérose, de diabète, d'obésité, mais aussi de pathologies cancéreuses que l'on peut être amené à découvrir chez nos donneurs. On prélève donc beaucoup plus de donneurs âgés. Les donneurs en mort encéphalique de plus de 65 ans sont passés de 6% en 99 à 43% en 2019. Et les donneurs de plus de 75 ans sont passés de moins de 1% à 21%. Et actuellement, on prélève des donneurs de plus de 90 ans, ce qui n'était absolument pas possible il y a 20 ans. Ceci est lié aussi à l'évolution des causes des décès en mort encéphalique. Les causes traumatiques qui touchent les sujets les plus jeunes ont énormément diminué. Elles sont passées de 41% à 20%, et c'est tant mieux pour les causes traumatiques, en particulier l'accident de la route, qui touche des sujets particulièrement jeunes. Les AVC, eux, qui touchent des sujets plus âgés, ont augmenté de 48 à 58%, et les causes anoxiques, là aussi touchant des sujets plus âgés, sont passées de 6 à 19%. Malgré cela, le nombre d'organes prélevés par donneur est resté parfaitement stable à 3,3 organes prélevés par donneur. Mais on a diminué, dans le même temps, aussi le nombre d'organes prélevés et non greffés, ce qui est le témoin d'une meilleure évaluation des donneurs et des greffons avant le geste chirurgical. Côté greffe, le nombre de greffes cardiaques a augmenté de 32%. Le nombre de greffes pulmonaires a été multiplié par 5,4 dans ces 20 années. Le nombre de greffes de foie a quasiment doublé, plus 94%. Le nombre de greffes rénales également, plus 98%. Et le nombre de greffes pancréatiques a augmenté de 71%. Le nombre de greffes rénales donneurs vivants est passé de 77 en 1999 à 509 en 2019. Ce chiffre a été donc multiplié par 6,6. Et le nombre total de greffes est passé de 3017 en 1999 à 5901, soit une augmentation de 96%. Ce qui veut dire aussi que la cohorte des patients greffés et vivant avec un greffon est passée de 27 500 à 65 370, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 2,4. Et c'est bien cette cohorte de patients qu'il faut suivre dans les services de transplantation. Je ne suis pas sûr que les médecins affectés dans ces services de transplantation aient été multipliés par 2. Côté organisationnel, le premier plan greffe a permis la mise en place de coordination hospitalière de prélèvement dans 183 établissements répartis sur tout le territoire. En 2010, l'agence a invité toutes les coordinations à mettre en place le programme qualité de l'agence, le programme Cristal Action, qui cherche à identifier tous les donneurs qui auraient échappé à cette chaîne du don, de telle sorte de corriger le tir après cette constatation. Et dans les années 2010 également, les coordinations ont mis en place les réseaux opérationnels de proximité avec les établissements voisins de l'établissement avec réanimation et coordination hospitalière. Et on leur demande actuellement de mettre en place le programme Cristal Action dans ces réseaux de proximité pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de donneurs potentiels qui échappent à cette chaîne du don.
Dans les années 2010 également, les coordinations se sont structurées en réseaux régionaux de prélèvement d'organes. Jean-Christophe Vénard en a parlé tout à l'heure, avec la mise en place de développement de projets régionaux, l'analyse des filières de prise en charge des AVC, fondamentale, des projets de formation aussi sur le prélèvement de cornée par délégation, et puis également avec le développement d'organisations régionales, c'est la mutualisation des machines à perfuser les reins, la mutualisation des moyens dans le cadre du DAC Maastricht 3, avec le soutien des équipes débutantes par les équipes expérimentées, et puis on parle maintenant du projet de CRN mobile. Et avec l'augmentation de l'âge des donneurs, donc on a identifié cette catégorie que l'on appelle donneurs à critères élargis, eh bien on a généralisé l'utilisation des machines à perfuser les reins en 2012. On a également déployé la réhabilitation ex vivo pour les greffons pulmonaires. Actuellement, on déploie les machines à perfuser pour les foies et il y a des études pour les machines à perfuser les cœurs. Le déploiement, depuis 2015, Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure, du programme DAC Maastricht 3, qui est certainement l'un des points fondamentaux et l'un des points pour lequel on a rempli les objectifs du dernier plan en greffe, avec 43 établissements aujourd'hui qui font du donneur décédé après arrêt circulatoire Maastricht 3 et qui nous a permis de faire plus de 500 greffes l'année dernière à partir de ces donneurs. Un protocole qui est évolutif. Dans la greffe rénale également, on a diminué énormément les durées d'ischémie froide. On fait de la greffe d'îlot de Langerhans, ce qui était possible en recherche, c'est passé maintenant en thérapeutique courante. On a également développé les greffes dérogatoires, hépatite B, hépatite C et maintenant VIH. Les greffes des tissus composites également avec des premières chirurgicales mondiales. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a tout un chemin parcouru et aussi sur les qualifications, l'attribution avec les scores. Je me permets de vous arrêter parce que la journée, elle n'est pas placée sur ni le satisfecit, ni la recherche de responsabilité. Elle est placée autour du fait qu'il y a 9 associations qui se sont réunies en collectif pour dire que ça ne fonctionne pas. Là, vous nous avez donné un panégyrique de ce qu'a fait l'agence, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on veut savoir, et ma question, je la répète, je pense qu'elle intéresse tout le public, c'est de savoir comment ça va s'organiser demain pour que ces résultats qui sont merveilleux sur ce que vous venez de nous présenter, mais qui ne sont pas suffisants quand on regarde les autres pays, et c'était le sujet de la table ronde numéro 1, ces résultats soient amplifiés et qu'ils soient menés à bout, nonobstant du satisfecit que chacune des équipes peut faire autour de son propre travail. C'est très bien que l'agence soit contente des chiffres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça va fonctionner demain, et non seulement comment ça va fonctionner demain, mais comment on va avoir une vraie gouvernance. C'est la question de la table ronde. C'est pas le bilan chiffré, parce que le bilan chiffré, tout ce que vous nous avez dit, c'est très bien, mais quand je regarde la première courbe que nous a présentée Cédric tout à l'heure, la première courbe, elle est quasiment plate sur notre patient greffé, et il y a une augmentation de la file d'attente de greffe qui est colossale et exponentielle. Donc c'est ça le vrai sujet. C'est pas le savoir si éventuellement l'agence veut se justifier dans son action. Et tout le monde a reconnu qu'il y avait des choses qui avaient été très bien faites. Mais on n'est pas au résultat, on n'est pas encore au niveau des autres pays. Donc c'est cette question-là qui nous intéresse. Et je pense qu'elle intéresse toute la salle. Alors, précision, ce n'est pas le résultat du travail de l'agence, hein, c'est le résultat de tous les acteurs de la chaîne du don. Des coordinations, l'agence, mais aussi toutes les équipes de greffe qui sont mobilisées H24 et les équipes de coordination aussi qui sont mobilisées H24. Mais dans l'efficience, il me paraissait important de montrer aussi ce qui a été développé et mis en place pour améliorer et pour éviter qu'il y ait des donneurs qui échappent à cette chaîne du don. Voilà. D'accord. Alors, Jean-Louis, par rapport à tout ça, en tant que député, la question d'une interrogation du ministre et la mise en place d'une mission ministérielle pour voir comment justement on peut faire une chaîne de gouvernance avec peut-être quelqu'un qui soit responsable, certainement au 14 du Ken, encore que ça peut être ailleurs,
ou dans les ARS, mais faire en sorte de mobiliser l'intégralité des chaînes, mobiliser l'intégralité des équipes de coordination, faire en sorte qu'il y ait de l'information qui puisse passer dès l'école primaire jusque toute la vie, des campagnes de communication qui soient faites dans chacune des régions, qu'on puisse mobiliser les élus locaux, qu'on puisse mobiliser un certain nombre d'autres personnes qui sont essentielles dans la logistique. Comment on fait? Comment tu vois les choses se mettre en place? Est-ce qu'une mission ministérielle, ce sera suffisant, ou est-ce qu'il faut relancer une mission, par exemple, parlementaire? Je ne sais pas. La question est ouverte. Alors, avant de dire ce qu'il faut faire, il faut poser la problématique. On vient de voir à quel point il faut qu'il y ait, il y a déjà, mais il faut amplifier encore, une activité foisonnante sur le terrain, parfois même avec d'ailleurs plus de possibilités d'initiative, d'expérimentation, je dirais même créer de l'émulation entre les différentes régions, les différents hôpitaux. Mais de toute façon, il faut un pilote. Je vous rappelle la phrase de Kissinger qui disait « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» On pourrait dire là, la transplantation, quel numéro de téléphone? Alors c'est soit le numéro du ministère de la Santé, soit le numéro de la directrice générale de l'ABM, soit d'autres encore. Alors essentiellement, je pense, en première analyse, on pourrait dire c'est l'agence de la biomédecine. Et c'est vrai, elle est chargée de cela. Et elle est très bien organisée. Il faut tout à fait en être conscient. Par contre, cette agence n'a pas d'autorité sur les hôpitaux. Vous avez vu qu'elle n'a même pas la possibilité véritablement d'imposer les formations. Il faut que ce soit payé par quelqu'un d'autre. Qui, comment? Un directeur d'hôpital? Mais quel va être son intérêt à payer pour? Donc, elle n'a pas cette autorité-là. Elle n'a pas d'autorité sur les ARS, etc. Donc, c'est une coordinatrice sans les moyens de réaliser la mission totale qui lui est confiée. Si bien que le manifeste que vous avez vu, et moi dont je salue vraiment le travail et l'aboutissement, et qui a diverses propositions, mais en particulier, il suggère qu'il y ait une autorité spécifique, mais spécifique, qui tient compte de l'existant, qui demande à l'agence de faire son travail bien, de compléter son travail administratif, elle le fait bien, aux ARS de faire leur recensement et leurs actions, mais qui est une autorité qui serait chargée déjà du suivi de la mise en œuvre du plan qu'on va ensemble élaborer, puisque ça va commencer l'an prochain. Donc ce plan-là, on en définit comment il doit se développer, année après année, et je dirais région par région. Une fois qu'on a défini ça de façon très précise, il faut qu'il y ait une autorité qui dise « je vais m'assurer que tout le monde suit sa ligne, son objectif ». Quand un sportif se met un objectif, s'il l'atteint, il est heureux et il est encensé, et il a une médaille. S'il ne l'atteint pas, il est attristé, et puis on le secoue et on lui dit on ne te sélectionnera plus pour les prochains Jeux Olympiques. Va falloir bon. Et vous voyez, c'est un suivi de grande proximité, région par région et année après année, de ce qu'on se propose de faire et de ce que dans les faits on réalise. Deuxième mission d'une telle autorité, ça serait évidemment de se déplacer pour identifier et rechercher des solutions à tous les problèmes qu'il y a sur le terrain. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Là, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture des salles d'opération au bon moment. Dans un troisième endroit, la coordination a perdu un de ses effectifs qui n'a pas été remplacé, que sais-je. Bon. Et évidemment, y a-t-il un référent dans l'ARS? Y a-t-il un référent dans l'hôpital pour la transplantation et le prélèvement? S'il n'y en a pas, on discute avec le responsable pour identifier qui pourrait être cette personne. Ce n'est pas un travail forcément à plein temps d'être référent de tout ça. Mais il faut qu'il y ait une personne identifiée, qui est un pilote global, mais un pilote à chacun des niveaux locaux pour qu'on puisse dire « Tiens, ça ne va pas, qui j'appelle ?» pour savoir comment on peut analyser la situation. Je dirais que cette autorité devrait aussi, me semble-t-il, avoir une mission qui est de convaincre l'ensemble des pouvoirs publics
de la nécessité de mettre des ressources à la hauteur des nécessités, que ce soit au niveau humain. On a dit tout à l'heure que, ne serait-ce que sur le plan, par exemple, des services de transplantation, eh bien, le nombre de médecins qui est attribué est en fonction du nombre de transplantations qui se font dans l'année, en oubliant qu'il y a des milliers de malades greffés les années précédentes qu'il faut suivre en consultation, en hôpital de jour ou en réhospitalisation. C'est un travail qui suppose une augmentation des effectifs. Sinon, il y a un moment où les gens sont submergés par leur activité et ils n'ont plus le temps d'initier des nouvelles activités. Et puis, les ressources, c'est aussi budgétaire, avec cette idée qu'ici, nous sommes vraiment dans un domaine où l'investissement qui est fait aujourd'hui, il est immédiatement rentable. C'est un investissement, bien sûr, d'abord parce que ça sauve des vies humaines, et chaque fois qu'on loupe une possibilité de prélèvement, il faut vraiment qu'on ait dans la tête l'idée, on condamne 3 personnes qui vont mourir sur les listes d'attente, puisqu'il en meurt 700 au moins par an, et il y en a encore plus qui sont retirés des listes d'attente parce que ne devenant plus opérables après tant d'années d'attente. Donc, quand on loupe une possibilité de prélèvement, quelle qu'en soit la cause, on condamne des gens. Et donc, c'est vraiment un moteur. Eh bien, naturellement, à l'inverse, quand on peut investir et obtenir davantage de prélèvements, eh bien, on guérit des personnes en plus grand nombre. Donc, c'est notre première des missions, mais en même temps, on fait faire des économies à notre système de santé. Parce que chaque dialysé coûte bien plus cher qu'un transplanté du rein. Et donc, faire des économies, greffe de vie à chiffrer cela à 8 milliards sur 14 ou 15 ans. Voilà. 8 milliards sur 15 ans. Bon, ce sont quand même des chiffres élevés. Hein. Je pense que ça vaut la peine de dire qu'on investit dans un domaine comme celui-ci. Bon. Et puis, autre mission de cette autorité, et non la moindre, c'est la démocratie sanitaire et la vie avec les associations. Tu as tout à l'heure rappelé, Olivier, que les plans qui avaient marché sont ceux où l'implication des associations est la plus évidente. Et c'est très, très, très vrai. Et on pourrait dire que tout ce qui a été dans les 3 ou 4 dernières décennies le plus marquant l'a souvent été sous la pression des malades, des associations de malades. Rappelons-nous l'exemple du sida, par exemple, qui ont permis de faire en sorte que les médicaments arrivent vite à disponibilité, alors que dans le passé, on attendait. Mais quand il y avait des malades qui disaient « Ah, vous avez un nouveau traitement, mais le temps que vous l'évaluez, il va s'écouler 4 ans, mais dans 4 ans, je serai mort. » Alors, c'est gentil de mettre les comprimés sur ma tombe, mais j'aimerais mieux les avoir avant. Et donc, ils ont forcé la machine, et tout le monde a dû s'incliner. Ceux qui faisaient le travail dans les laboratoires pharmaceutiques, les pouvoirs publics, tout le monde a trouvé des solutions parce qu'il y avait cette pression-là. Et je crois que nous aurons infiniment plus d'efficacité au fur et à mesure que votre mouvement associatif prend plus de force. Parce que un prof de médecine, il va être écouté, mais il n'aura pas la même capacité d'entraîner qu'un groupe ou un collectif d'associations. Et je crois que très sincèrement, c'est en utilisant ce levier formidable qu'on peut, avec une organisation plus opportune, plus simple, moins bureaucratique, mais avec cela, je suis certain qu'on peut atteindre des objectifs et qu'on peut aussi faire en sorte que les associations, dans chacun des territoires, puissent surveiller la bonne application, la bonne réalisation, la correction des insuffisances qui apparaissent ici ou là. Un directeur d'hôpital, quand il voit que les usagers qui siègent dans ces structures lui font remarquer que tel problème n'est pas résolu depuis 3 ans, il y prête attention, je vous assure, parce qu'il sait que derrière ça, il y a des risques si ce n'est pas immédiatement corrigé. Et je pense vraiment, c'est pas du tout parce que nous sommes aujourd'hui réunis ensemble, c'est vraiment une conviction très très forte que ce que nous faisons, c'est évidemment pour les malades qui sont en attente et qui méritent d'avoir enfin un accès rapide à la transplantation, mais naturellement ça ne peut se faire qu'avec
le regroupement de toutes ces associations, des transplantés, des malades en attente ou des associations de donneurs. Toutes sont importantes dans ce cheminement-là et toutes peuvent être un fer de lance qui nous permettra de convaincre en plus haut lieu qu'un petit investissement aujourd'hui, demain, apportera beaucoup de bien en termes de santé et même en termes d'économie. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je voudrais passer la parole à la salle. Il nous reste à peu près 20 minutes. Et vous avez sûrement des questions. Je pense que Pierre brûle de poser une question. Vous vous présentez, vous dites en quelle qualité, parce qu'avec les masques en plus, c'est pas facile. Pierre Lemarchal, donc l'association Grégory Lemarchal. Je suis content qu'on ait remis l'église au centre du village, monsieur Touraine. Effectivement, le sujet, c'est vraiment cette gouvernance qui, pour nous, est très, très importante. Ce manifeste, il s'est fait autour de ça, en fait. Si on n'arrive pas à créer cette gouvernance, moi, j'aime pas trop ce mot gouvernance. Moi, je suis un peu de formation militaire, je parlerais plutôt de chef. On est tous des très bons soldats ici. On fait un travail exceptionnel. L'ABM, les associations, on fait des tas de choses formidables. Mais les soldats, un soldat a besoin d'un chef d'état-major, a besoin d'un chef de corps, un chef d'état-major. Et il faut absolument qu'on mette en place ce genre de choses, parce qu'on n'y arrivera pas. Si ce manifeste qui nous a donné beaucoup de travail à faire, et avec une énergie incroyable avec toutes les associations. D'abord, notre force à nous, c'est effectivement d'avoir réuni un certain nombre d'associations parmi les plus importantes. Et ça, c'est une grosse force. C'est ce que vous disiez, M. Touraine. Et maintenant, on a besoin d'être dirigé. Si on n'est pas dirigé, tout le travail qu'on a fait avec ce manifeste, il servira à rien, mais vraiment à rien. J'en suis persuadé. On va faire de l'autosatisfaction, on va encore nous redonner plein de chiffres. Du passé, etc. Mais pour moi, nous sommes en échec. J'ai pas entendu depuis ce matin le mot échec. Nous sommes en échec permanent, d'année en année, de plan greffe en plan greffe. Alors, il a peut-être été dit, mais j'ai pas souligné ça. Et il faut qu'on fasse notre autocritique par rapport à ça. Mais c'est nous tous. Hein. C'est l'ABM, c'est l'Agence de la biomédecine, c'est tous les gens qui s'occupent de ça. Et je pense que c'est important de souligner l'importance de cette gouvernance, de cette autorité qui va nous permettre d'avancer et puis d'avoir des véritables objectifs. Les objectifs des plans greffe, des derniers plans greffe qu'on a eus, on était en échec à chaque résultat de plan greffe. Là, stop, il faut vraiment qu'on avance avec quelqu'un qui a une baguette et qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut donner des responsabilités à l'ARS, donner des responsabilités aux directeurs hospitaliers qui ont un rôle incroyable à faire. On en reparlera tout à l'heure dans la culture du don, mais je pense qu'une culture du don dans l'hôpital, il va falloir aussi qu'on améliore ces choses-là de ce côté-là. Mais sans chef, on n'ira pas plus loin et on stagnera et on gardera toujours ces chiffres très médiocres qu'on traîne depuis des années. Cédric, tu veux faire une intervention? Oui. On va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes pour avoir le maximum de questions. N'hésitez pas à lever les doigts. Pour rebondir sur ce que dit Pierre, une des propositions du manifeste, c'est de créer un comité de suivi interacteur donc entre l'Agence de la biomédecine, les instituts professionnels, les associations, tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment que, comme tu le soulignais Olivier, on est vraiment dans une ère de démocratie sanitaire. Il ne faut pas que vous nous voyez comme des ennemis. On est là, on a un but commun, tous ensemble, et je suis persuadé que main dans la main, tous ensemble, on va pouvoir avancer. Quand on vient vous voir et qu'on vous demande de participer à des choses, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour remettre en doute votre pouvoir ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour co-construire. Je pense que s'il y a un mot qui est maître pour demain, c'est vraiment la co-construction sous l'égide d'une autorité, comme tu dis, Pierre. Brigitte Lemoine. Ensuite, on a une question ici. Ensuite, Richard Villet. Donc, deux remarques. La première, c'est que ce qui vient de nous être présenté montre bien que l'Agence de la biomédecine fait très bien, mais ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire sur le plan technique, mais que les questions politico-administratives et financières, ils distribuent l'argent qu'on leur donne, mais ce n'est pas de leur ressort, et c'est là où on voit bien qu'il faut autre chose. Par ailleurs, en tant qu'ancienne d'une ARS,
il y a la question des moyens. Bien sûr, il faut des moyens supplémentaires, mais les moyens qui sont déjà fléchés pour cette activité, d'ailleurs comme pour d'autres activités, une fois qu'elles arrivent aux établissements, elles sont diluées dans le grand trou et elles n'arrivent absolument pas au service pour ceux où elles étaient fléchées. Et donc, il est absolument indispensable que sur le plan, qu'au niveau des ARS, les directeurs d'ARS aient un suivi des crédits fléchés, que ce soit pour la greffe ou pour autre chose d'ailleurs, de façon à ce que les moyens qui sont donnés, on nous dit oui, mais on vous a donné ça. Bah oui, mais non. Et donc ça, c'est totalement indispensable. Laurent, si vous voulez intervenir, c'est quand vous voulez. Il n'y a pas de... Par rapport aux moyens, effectivement, nous, on distribue pas, l'agence n'a pas d'argent. C'est en fonction des listes d'attente, en fonction du nombre de greffés, en fonction du nombre de prélèvements, que les moyens sont affectés aux établissements. Olivier, Oui, Jean-Louis. Je pense que ce point est important, ça mérite de s'y attarder une seconde. Et c'est effectivement vrai pour beaucoup d'autres domaines, mais il nous faut développer une culture de l'utilisation des moyens, ce pourquoi ils ont été destinés. Si aujourd'hui les moyens affectés au prélèvement à la transplantation étaient utilisés uniquement pour cela, il y aurait ce qu'il faut. Il y aurait même pas besoin de les augmenter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça se dilue dans un pot commun pour combler les déficits de telle ou telle autre activité. Mais si vraiment on rendait obligatoire l'utilisation pour la transplantation du début à la fin de la chaîne de tous les crédits qui y sont donnés, ils sont adaptés. Et donc, moi, je crois que c'est vraiment un point important. Et l'autre point qui a été évoqué juste avant avec M. le Marshal, c'est cette nécessité d'une autorité. Alors, on l'appelle comme on veut, boss, chef, mandarin aux pieds nus, ou ce que vous voulez. Non, mais en tout cas, moi, je dirais, en fait, c'est un chef d'orchestre qu'il faut. Voilà. Il faut un vrai chef d'orchestre. Parce qu'actuellement, nous avons plein d'instrumentistes de talent. Nous avons, pour les coordinations de prélèvement, pour les transplanteurs, pour les administrations, à tous les niveaux, on a des gens de talent. Le problème, c'est que chacun joue sa partition. Et le jour où ils joueront tous une partition commune, qu'est-ce que ça sera harmonieux, ce jour-là? Cette partition commune, elle est simple. C'est la progression positive du nombre de prélèvements et de transplantations dans tous les territoires de la République française. Voilà, c'est ça la partition, et si on les joue tous ensemble, mais pour l'instant, il n'y a pas une personne qui ait cet objectif de faire jouer ensemble tout le monde pour cela. Les uns se disent, et ils ont raison, parce que c'est aussi dans leur mission, il faut qu'on soit surtout très vigilant aux conditions du deuil, de la psychologie des familles. C'est très important. Sauf que ce n'est pas ça l'objectif commun. Voilà, c'est une chose en plus. Mais l'objectif, c'est ça. Et s'il y a en même temps les préleveurs, les transplanteurs, les administrations, les services de réanimation, enfin tout le monde se dit on a un objectif, on l'a fixé ensemble, on veut aboutir à cela. Donc je crois que le terme le plus approprié, c'est effectivement le chef d'orchestre, c'est pas lui qui joue. Il n'est que l'émanation des autres, mais il se débrouille pour que tous les gens jouent en même temps. Laurent. Alors un chef peut-être, mais des acteurs de terrain aussi. Tout à l'heure, je disais que la cohorte des patients greffés vivants avec un greffon a été multipliée par 2,4. Quelle a été l'augmentation des moyens humains dans les services de transplantation, que ce soit en greffe rénale ou en greffe thoracique ou en greffe hépatique? C'est une question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une multiplication par 2. Or, je vous rappelle que pour le donneur vivant, par exemple, un donneur vivant, pour réussir un projet de greffe donneur vivant, c'est 6 mois de travail et il faut identifier 3 donneurs possibles, potentiels, pour arriver à finaliser un parcours pour un donneur. Bon, donc ça c'est un travail phénoménal pour les services de néphrologie, et donc si on veut augmenter le nombre de donneurs vivants en France
ce qui est un souhait de tout le monde, eh bien, je pense qu'avec les moyens humains des services de néphrologie, je pense qu'on va avoir du mal quand on connaît. On est très proche des gens du terrain et on voit bien les difficultés organisationnelles, mais aussi de moyens humains dans les services de néphrologie. En ce qui concerne les centres de référence dans le plan maladies rares, on arrive à la même chose. C'est-à-dire que les financements arrivent à l'hôpital, ils ne vont pas dans les centres de référence. Hein. Donc ça, c'est une caractéristique, je dirais, de la gestion hospitalière, c'est que c'est un peu à la main de la direction générale de l'hôpital, et malheureusement, ce n'est pas toujours très simple. Alors, question suivante, Olivier, parce que j'aimerais bien qu'on prenne plusieurs questions. Juste pour répondre, si on a une personne dédiée avec qui s'occupe, un vrai chef d'orchestre qui s'occupe de tout orchestrer et qui vérifie que les fonds sont bien dédiés, je pense qu'avec les 8,8 milliards d'économies qui sont générées sur 15 ans cumulés, on peut facilement augmenter les services de néphrologie. Il suffit juste d'avoir le chef d'orchestre et le fléchage. Après, la comptabilité publique, ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est une idée qu'on peut garder. Pierre Foucault, président de Vaincre la mucoviscidose. Je voudrais revenir sur l'une des préconisations de M. Touraine, et je crois dans le prolongement de l'observation de Pierre Lemarchal et de Brigitte Touvenin-Lemoigne. Vous préconisez d'inciter l'ABM à porter des diagnostics et faire des visites sur site pour des équipes de prélèvement, des centres de transplantation identifiés comme en difficulté ou fragiles de façon structurelle ou conjoncturelle. C'est probablement une bonne orientation à condition de... La condition, c'est fondée sur le fait qu'il y a peu de chances que le concept de proximité rime avec centralisation. Je pense que le bon format, c'est d'y associer systématiquement les représentants d'ARS. Si on veut vraiment travailler une plus grande proximité terrain, ce qui signifie d'ailleurs d'imposer à l'ensemble des ARS qu'il y ait bien un référent au sein de la direction de l'offre de soins pour prélèvement et transplantation d'organes et de tissus. Voilà le commentaire que je voulais faire. On a une question de Richard Villet, de l'Académie de médecine. Oui, alors je suis le secrétaire de la fondation de l'Académie de médecine. Je ne suis pas spécialiste de transplantation, mais par ma fonction et par les relations que j'ai à l'Académie de médecine, je suis absolument enthousiaste de ce que vous avez fait comme première table ronde. Je remercie M. Touraine, rappelé la loi Caillavet, les infirmiers ont rappelé les difficultés. On a rappelé donc le problème du donneur, de la mort, on a parlé le problème des greffons, on a parlé des choses. Je regarde vos associations, mais il y a une chose qui me vient à l'esprit, qui manque vraiment, je crois, c'est qu'on parle très très peu du greffé guéri. Et là, je pense que, si vous voulez, ça me met un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que ce qui est le but, c'est pas uniquement d'avoir des organes. Le but, c'est des transplantés guéris. Et je pense notamment dans le discours avec les familles, etc., et je me passe même sur le plan des médias et autres, on entend rarement des témoignages de transplantés guéris. On a eu récemment, et je me tourne vers Bernard Charpentier, je ne sais pas s'il s'en souvient, un professeur de médecine qui, au début de son introduction, a dit « Si je suis là, c'est parce que j'ai reçu une greffe de moelle ». Je trouve que ce sont des messages absolument fondamentaux, et depuis tout ce que j'entends ce matin, vous dites bien il n'y a pas de transplantation sans don, mais il n'y a pas de guéri de la transplantation, certes sans don, mais il faut qu'ils viennent faire des messages. Et dans cette salle, je ne sais pas, il y a sûrement quelques transplantés, mais on n'a pas assez souvent, et y compris même dans les bilans de l'agence de biomédecine, il faut donner, parce que dans la courbe que nous a montré Cédric ce matin, moi j'aimerais entendre les 5897 greffés. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Comment ils vont? Et c'est eux qui font les messages pour la santé publique. C'est eux qui font les messages pour les médias. C'est eux qui diront aux gens qui soient d'obédience musulmane, juive ou autre, de dire « Eh bien, tu vois, moi, je suis transplanté. » Voilà, c'était ma réflexion. Il faut mettre les malades transplantés et guéris au sein de cette discussion. Je crois que c'est absolument fondamental, et au sein des associations. Parce que la différence par rapport aux associations de malades, que je connais bien pour d'autres disciplines, c'est que, j'allais dire, le malade transplanté guéri, il vous oublie un petit peu. Et ça dépend. Oui, je regarde, si vous voulez. On vous parlait toujours, quand on vous écoute, plus de dons que des malades guéris. Voilà, c'était une réflexion que je voulais faire. Moi, je dirais au contraire que la force des associations, c'est d'être à l'interface entre les besoins à satisfaire. Et pour la mucoviscidose, il y a 930 transplantés pulmonaires, et je crois qu'on peut dire qu'on a une
certaines formes de proximité, pour ne pas dire une forme de proximité, certaines avec les transplantés, parce qu'ils sont confrontés à des problèmes spécifiques et que la force de nos contributions, c'est précisément d'avoir ce double regard, la bonne connaissance des résultats spectaculaires de la transplantation, mais la progression en matière de besoins à satisfaire. Alors, la parole. Oui, donc André Le Tutour, Association Fédération Nationale Transépate. Je suis dans un conseil d'administration d'établissement en Bretagne, un établissement d'ailleurs qui prélève beaucoup, et j'ai demandé depuis plusieurs années à ce que l'activité en fait de la coordination hospitalière de prélèvement d'organes soit présentée en conseil de surveillance. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. D'ailleurs, ça figure dans le manifeste. Je souhaite que ce qui est fait chez moi puisse se renouveler également, puisse se faire aussi dans les autres établissements, parce que c'est le bon moyen aussi de mettre en valeur d'abord le travail des coordinations. C'est aussi le moyen aussi de connaître le forfait qui est alloué quand même à la coordination, de voir si les moyens sont suffisants et d'avoir un débat au sein de ce conseil de surveillance. Merci. C'est une excellente proposition qui peut être portée auprès du ministre, ça. Anne de Dan, et si on a le temps, j'ai une question tout au fond. Anne de Dan, de Fondation Fondamentale, le constat est clair et partagé. Il y a des propositions concrètes d'action. Il y a de l'argent, ce qui en ce moment est quand même juste un petit peu exceptionnel. Donc la question, et notamment pour vous, monsieur le député, n'est-elle pas où est la volonté politique de faire? Plus près. Pardon. Je peux recommencer, mais je disais que donc, le constat est clair et partagé. Il y a des propositions extrêmement concrètes et précises d'action pour remédier aux difficultés. Exceptionnellement, en ce moment, il y a de l'argent. Donc la question, notamment, monsieur le député, n'est-elle pas où est la volonté politique? Alors, je pense que la volonté politique, elle existe déjà depuis de nombreuses années. La question, c'est qu'elle se heurte probablement à différents facteurs d'inertie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ligne claire en disant il faut atteindre cet objectif, et cet objectif, il faut le chiffrer. Tout ce qui se mesure s'améliore. Comme ça a été dit, si chaque hôpital donnait exactement ses activités année après année, on verrait tout de suite, immédiatement, ceux qui déclinent et ceux qui, au contraire, progressent. Et que ceci puisse avoir des conséquences, évidemment. Mais, par contre, il y a des intérêts contradictoires. Il y a des intérêts qui s'opposent à cela, et il faut en avoir conscience. Donc des difficultés, des lenteurs, des raisons qui font que la volonté politique qui est énoncée au départ, petit à petit, va s'affadir au fur et à mesure de sa déclinaison dans les différentes activités qui en dépendent. Et donc je crois que vous avez raison de le poser un peu crûment comme ça, la question. Est-ce qu'il faut en conclure que cette volonté n'est pas assez forte? Vous savez, celui qui pourrait le mieux répondre, c'est le président de la République, puisque nous sommes dans un pays où il a une importance particulière. Eh bien, le président de la République, sur cette question, je ne veux pas répondre à sa place, mais je sais ce qu'il m'a dit sur une autre question qui est bien à l'ordre du jour, qui est la vaccination. Nous étions convenus, il y a maintenant presque un an, que c'était cela qui serait la solution pour la Covid. Et que c'était la même chose à mettre en priorité. Fin de l'année dernière. Vous avez vu les inerties, les difficultés et le fait que pendant 1 ou 2 mois, la France n'était pas le premier pays en ce terme. Mais ensuite, on est devenu maintenant. Si nous étions derrière Israël, l'Angleterre, les États-Unis, etc., maintenant nous sommes le premier de tous ces pays. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une énergie farouche, des réunions spécifiques là-dessus, avec un président qui tapait le poing sur la table chaque fois que soit un industriel, soit un expert de ceci, soit un de cela, trouvait une raison particulière pour aller plus lentement. Et il a fallu une énergie extraordinaire, et il a fallu, comme on dit, mouiller la chemise. Bon. Pour la transplantation, peut-être que jusqu'à maintenant, la chemise n'a pas encore été complètement mouillée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gens qui ont suffisamment... On a essayé de le faire déjà avec la révision de la loi, mais il n'y a pas eu encore assez d'énergie
et de ténacité en disant « ça ne peut plus durer ». Comme je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit, peut-être monsieur le maréchal, il y a eu un échec du plan précédent. Il faut le voir en face. Il y a un échec. On ne peut pas se permettre un nouvel échec. Ce n'est pas possible. Hein? Nous nous ridiculiserions à cela et surtout, nous manquerions notre mission première de soigner les malades. Et c'est ça le plus grave. Donc, on n'a pas le droit d'avoir un échec, donc on doit taper le poing sur la table et tous les jours, il faut regarder si la courbe elle est vers le haut ou vers le bas. Et je pense que vous avez raison, j'adhère à votre idée, il faut que la volonté politique qui existe, qui est énoncée, qui est déclinée, mais il faut qu'elle prenne encore un logarithme de plus pour s'imposer brutalement partout, s'imposer, c'est pas le mot, mais pour entraîner partout. Et oui, votre formulation est juste. Monsieur le député, juste petit droit de suite, monsieur Olivier. Si c'est ça le résultat de ce colloque, ça serait absolument exceptionnel. Si c'est vraiment ça, je pense que ça vaut le coup de l'avoir passé la journée. Alors, on a une question. Jean-Louis. Tout au fond. Oui, alors, juste brièvement, je sais qu'on est pressé par le temps. Il faut que vous vous présentiez. Oui, je suis Marc Laurie, donc je suis de l'association France Rhin. Il y a du Larsen, désolé. Je vais essayer de reculer le micro, c'est mieux là? Oui. Donc je suis Marc Laurie de l'association France Rhin, je suis bénévole depuis 2013. On va vous amener un micro parce qu'il y a un Larsen trop important. Juste, entre-temps, si je peux me permettre, ce que vient d'expliquer Jean-Louis Touraine, le député Jean-Louis Touraine, c'est qu'en fait, on a eu un chef d'orchestre sur la vaccination, un chef d'orchestre motivé qui avait les pouvoirs. C'est exactement ce qu'on demande pour le don d'organes. Ah ben, il a réussi à déclencher plus de 20 millions de vaccinés en l'espace de 2 mois. Hein. Donc c'est vrai que quand il met son poing sur la table, ça avance généralement assez vite. Nonobstant des manifestations d'antivax qui déclinent les unes derrière les autres tous les week-ends. Ça, c'est parce que j'aime pas beaucoup les antivax. Alors je réitère très rapidement. Donc, je suis Marc Laurie de l'association France Rhin. Je suis bénévole depuis le 2013 dans cette association. Pas de questions, juste une intervention rapide pour rebondir sur ce que monsieur disait tout à l'heure. Je suis justement greffé, moi, depuis 13 ans du rein. Et effectivement, il n'y a pas assez d'écho sur, in fine, le résultat donc de la greffe de rein, que ce soit dans les émissions de société sur France 2 ou sur d'autres chaînes de télévision. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de sujets de société, sauf effectivement du résultat. Et c'est dommage que les grands médias ne se fassent pas suffisamment l'écho de personnes qui pourraient témoigner. Mais effectivement, moi, demain, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Je passe à la télé ou à la radio et je raconterai mon exercice, parce que j'ai même écrit un livre qui est sorti en 2014, qui s'appelle J-, qui retrace de manière autobiographique, de manière involontaire, ce qui s'est passé, puisque c'est ma grande sœur qui m'a donné un rein, et j'explique effectivement le parcours qu'il y a eu. Quand vous disiez tout à l'heure qu'effectivement en France, il y a 6 mois effectivement de tests qui sont faits avant, in fine, d'arriver au résultat, effectivement que c'est un travail très particulier par rapport au service de néphrologie, et je rends hommage aussi aux gens qui sont coordinateurs de greffe. Moi, c'est Nantes qui s'est occupée de moi, elle s'appelle Lydie Lerat. Effectivement, c'est un boulot qui n'est pas assez mis en lumière et en valeur, mais moi je suis tout à fait pour témoigner et dire que voilà, il existe du don d'organes de personnes de leur vivant, ça fonctionne, ça marche. Alors après, juste une petite nuance, on n'est jamais tout à fait totalement guéri, vous savez, puisqu'on a quand même une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, puisqu'il y a un suivi qui est fait tous les 3-4 mois, après ça dépend des centres hospitaliers, il y a un protocole médicamenteux, mais bon, après, l'idée c'est de brûler toutes les chairs, de croiser nos doigts pour qu'on puisse l'avoir le plus longtemps possible, mais on n'est jamais totalement guéri en fait. Mais je suis pour témoigner s'il y a besoin. Je pense que le témoignage est très important. En tout cas, merci de nous avoir livré merci le vôtre. Est-ce qu'on a encore une question? Si ça marche, autrement je vous amène mon micro. Alors, c'est pas une question, c'est... Présentez-vous. Oui, Yvon Lebranchu, donc je suis membre de l'Académie de médecine, mais surtout, pendant 40 ans, j'ai dirigé un centre de transplantation rénale. Et donc, j'ai un peu de recul sur tous les problèmes qui ont été évoqués ce matin. Je pense que l'Agence de biomédecine connaît parfaitement tous les problèmes, les a bien identifiés. Par contre, elle se heurte aux arbitrages que doivent faire les ARS et que doivent faire les directeurs d'hôpitaux. Je veux donner un seul exemple. Pendant des années, on était donc tout à fait d'accord pour dire qu'il faut des psychologues dans les centres de transplantation. C'est quelque chose de fondamental. Les directeurs d'hôpitaux disaient nous, on ne voit pas l'intérêt.
Et pour faire passer donc les psychologues, il a fallu, avec la directrice générale de l'agence de biomédecine, qu'on modifie les choses et qu'on fasse passer un décret, j'étais à l'époque président de la Société francophone de transplantation, un décret en R qui disait que pour autoriser un centre de transplantation, il fallait au moins une psychologue. Donc vous voyez les difficultés administratives qui se posent entre des bonnes volontés et au niveau de l'agence de biomédecine. Ça ne manque pas d'idées et de bonne volonté, mais le fait que sur les terrains, elles puissent être appliquées. Et donc de mettre en place un système de référent qui part d'une autorité, l'agence de biomédecine, avec des référents au niveau de l'ARS et un référent au niveau de chaque hôpital, peut-être fluidifier donc les choses. Alors vous avez raison, mais vous faites là appel à un concept qui s'appelle la simplification administrative, et c'est un oxymore, comme un silence étourdissant, assourdissant. Ça fait partie des choses qui en France n'existent pas, et je crois que tous les gouvernements s'y sont essayés, mais c'est fondamentalement quelque chose qui est au-dessus de nos moyens, je crois. Jean-Louis. Non, c'est très très juste, et j'adhère tout à fait à ce que dit Yvon. Juste à titre d'anecdote, il faut aussi que quand un personnel d'une catégorie est demandé, il ait aussi une formation opportune. Et ça devrait être possible maintenant, en particulier avec le dispositif des infirmières en pratique avancée, on devrait pouvoir beaucoup compléter. Et d'ailleurs, ça redonnerait du temps médical aux néphrologues, aux chirurgiens, à tout le monde. Bon. Mais pour l'exemple de psychologue que tu évoques, moi j'ai fait comme toi des demandes pendant des années et des années. Et un jour, on m'a envoyé une psychologue, tout à fait bien, diplômée, etc. Et puis j'ai vu, là, les mois qui suivaient, toutes les familles pour qui on faisait des bilans de donneurs vivants, toujours ils se désistaient avant la fin. Et j'ai compris, cette psychologue-là, elle faisait du militantisme anti-don d'organes. Ah bah alors là, et ça a duré quelques années avant qu'on puisse identifier le problème et le rectifier. Donc oui, une psychologue, ça c'est très 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 important pour les familles, pour les malades transplantés, pour leurs familles, pour les malades en attente, pour tout ce contexte-là. Tous ont besoin de psychologues. Le personnel lui-même, parce qu'on a affronté des fois des difficultés, et les psychologues ont aussi de l'importance pour le soutien de l'ensemble du personnel médical et soignant. Mais il faut que ce soit des gens qui soient formés à cela, et donc un psychologue qui soit en faveur du don et de la transplantation, c'est préférable. Olivier, juste... Alors, juste Bernard, et ce sera le mot de la fin, parce qu'après, la fin, F-A-I-N, non, mais commence à... Bernard Charpentier, moi aussi, donc j'étais chef de cellule de transplantation à Bicêtre, et je voulais reprendre ce qu'a dit Jean-Louis Touraine sur le fait que l'argent qui arrive à l'hôpital, les comptes de l'hôpital public en France ne sont pas certifiés. Vous feriez ce qui est dans votre compte en banque, ce qui est fait à l'hôpital, vous ayez tous en prison. En définitive, c'est ça qui est très important dans le système public français, il n'y a pas de certification des comptes. Donc un directeur d'hôpital fait ce qu'il veut avec l'argent qui vient de où il veut. Et à ce moment-là, on a des carambouilles absolument extraordinaires parce qu'il est toujours en train de boucher des trous qui sont en permanence et permanence et permanence. Donc une chose fondamentale, c'est très bien de mettre du haut, mais il faut aller voir jusqu'en bas. Et la première chose qui serait demandée en France, c'est la certification des comptes publics hospitaliers. Vous auriez un changement copernicien des attributions de moyens. Et là, je peux vous dire que l'école de Rennes devrait refaire quelque chose d'important. On pense que c'est des grands économistes, c'est faux. On pourra faire un colloque un jour sur la pertinence de l'école de Rennes, mais ça demanderait au moins 3 jours de travail. Donc, Cédric, le mot de la fin, et puis après on va tous déjeuner et on se retrouvera ici à 14h45. Je voudrais rebondir sur un mot qui est très intéressant qu'a prononcé monsieur Le Branchu, c'est référent. C'est exactement la démarche que l'on propose pour la chaîne de commandement, c'est-à-dire d'avoir notre chef d'orchestre, d'où, juste en dessous, on souhaiterait vraiment avoir un référent identifié dans chaque ARS et en faire un acteur majeur sur la chaîne de commandement du don d'organes, avoir un référent au niveau de directeur d'hôpitaux, une personne vraiment identifiée au sein de l'hôpital, et un référent au niveau de la coordination. Ce qu'on s'est rendu compte à travers nos différents entretiens,
qu'il y avait des référents sur les coordinations, et quand il y avait des référents, une personne qui porte le projet de la coordination, ça fonctionnait toujours beaucoup mieux. Eh bien, merci beaucoup Cédric, merci Caroline qui doit être toujours en ligne, merci Laurent, Jean-Louis. Cette table ronde est maintenant finie, je crois qu'on peut vous applaudir.